Nous sommes le samedi 17 décembre 2022. Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le monde en 7. On va revenir sur quelques sujets de l'actualité qui nous ont paru importants pour refaire le débat là-dessus. Nous parlerons du Burkina Faso. Ouagadougou a fait appel aux mercenaires russes. C'est le président ghanéen Nana Akufo-Addo qui l'a déclaré à Washington où il participait au sommet États-Unis-Afrique. Justement, le sommet États-Unis-Afrique, ce sera notre second sujet. Est-ce que c'est le retour diplomatique des États-Unis sur le continent? Nous irons également prendre les nouvelles du côté du Qatar. Le Maroc a fait une belle prestation, mais n'a pas pu résister face à la France. Et puis on va évoquer un dernier sujet, le Millennium Challenge Corporation, cette initiative des États-Unis pour accompagner les pays africains. Le Togo accède au programme Compact, qui lui donne droit donc à plus de financement de la part des États-Unis. Pour évoquer tous ces sujets, mes deux invités de ce samedi, il y a d'abord Abel Hezou Yaoubadassé. Il est le secrétaire national du Parti du Peuple et d'Intégrité. Monsieur Badassé, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir Monsieur Eric. Bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci à vous d'être notre invité. Et face à vous, Eric Johnson, directeur de publication du Bi-Hebdo L'Union. Bonsoir Eric. Bonsoir Samuel, bonsoir mon cher ami et bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Et merci également d'être notre invité. On prend tout de suite la direction des États-Unis, puisque c'est là que le président ghanéen Nana Akufo-Addo a jeté cette pavé dans la mare. Le président ghanéen s'est inquiété, c'était le mercredi lors d'une rencontre avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken au département d'État du fait, selon lui, que le Burkina a décidé du déploiement des éléments de Wagner. C'est la première fois que le déploiement de Wagner au Burkina est évoqué publiquement par une haute personnalité. Nana Akufo-Addo s'exprimait en marge donc, du sommet États-Unis-Afrique. C'était lors d'une conférence de presse. Aujourd'hui, des mercenaires russes se trouvent à notre frontière nord. Le Burkina Faso a maintenant conclu un accord pour accompagner le Mali dans l'emploi des forces Wagner. S'est exprimé le président ghanéen. Je crois qu'une mine dans le sud du Burkina leur a été attribuée en guise de paiement pour leur service. C'est ce qu'il a ajouté. Eric Johnson, il n'en fallait pas plus pour provoquer une crise diplomatique parce qu'aujourd'hui même, le Burkina a décidé de rappeler son ambassadeur pour consultation. L'ambassadeur du Ghana au Burkina Faso a également été convoqué pour s'expliquer. D'abord, première question par rapport aux déclarations de Nana Akufo-Addo. Beaucoup se demandent de quoi je me mêle. Non, il faut reconnaître que l'utilisation des mercenaires dans des guerres dans le monde entier n'est pas prohibée. Au contraire, parce que si nous avons bonne mémoire, pratiquement tous les pays occidentaux ont eu recours à ces mercenaires-là dans des conflits. Au Yémen, par exemple, il y a le groupe Wagner qui est utilisé. Il y a également le groupe Blackwater des États-Unis qui est également utilisé, même en Irak. Et on se rappelle également dans les années 60-70 de l'utilisation du français Bob Denard, Robert Denard de son vrai nom. Donc ça veut dire tout simplement que l'utilisation des mercenaires est quelque chose qui est usuel dans beaucoup de conflits. Maintenant, la déclaration de Nana Akufo-Addo, en réalité, répond de la méthodologie utilisée par le groupe Wagner pour intervenir dans les pays où ce groupe-là est présent. Vous savez que la Centrafrique, le Mali et même la Libye, le groupe Wagner est présent dans ces pays-là. Et ce qu'on reproche à ce groupe, c'est l'utilisation de la force excessive. Parce que, vous savez, quand on fait appel à des groupes de ce genre, c'est pour peut-être maintenir l'ordre, c'est pour aider les États à pouvoir faire face à des attaques de tout genre. Mais ici, c'est que le groupe Wagner tue
hein, dans n'importe quelle position, dirons-nous. Le groupe Wagner ne fait pas un conflit conventionnel. Parce que, vous savez, tout ce qui est appelé mercenaire, c'est ce qui est un soldat qui est appelé à venir aider soit un État, soit un groupe, soit une association, mais qui est payé et donc qui rémunère ces mercenaires-là. Ce sont les groupes qui les appellent, soit l'État, soit les associations, soit les partis politiques qui sont en conflit, etc. Et donc, le président Addo a fait cette révélation parce que depuis l'arrivée au pouvoir du président, le nouveau le capitaine Traoré, depuis son arrivée, il y a des soupçons d'approche vers ce groupe Wagner. Vous savez, nos États sont déjà très fragilisés en termes financiers et aujourd'hui ces États font face à des conflits asymétriques que les groupes rebelles, les terroristes livrent à nos pays. Et donc, si on doit faire appel à des secours, si nous pourrons nous exprimer ainsi, normalement cela devait se faire dans le cadre des accords de partenariat militaire qui existent entre nos États et des pays amis. Ça veut dire que le Burkina devrait normalement faire appel à la Russie pour que la Russie l'aide. Mais directement avec un groupe de mercenaires, c'est ça qui est un peu touchant. Oui, mais est-ce que ça veut dire vous donner du crédit à la parole de Nana Akufo-Addo? Et dans le fond, nous ne pouvons pas le dire. Mais dans la forme, c'est-à-dire si le groupe Wagner est appelé à venir intervenir directement au Burkina, ce que déjà beaucoup de pays, dont la CEDEAO et l'Union africaine, reprochent à des pays qui font appel à ce groupe de mercenaires. Et donc, dans le fond, nous ne pouvons pas nous exprimer parce qu'il n'y a aucune preuve tangible qui nous dise que effectivement le groupe Wagner se trouve au Burkina Faso. Abel Badassé, le président Nana Akufo-Addo donc fait cette déclaration. Est-ce que il lui appartient à lui d'abord sur la forme d'aller dire que nos voisins ont fait appel à tel groupe? Bon, d'entrée du jeu, je dirais non, parce que il n'est plus le président de l'institution sous-régionale, la CEDEAO. Actuellement, c'est Ambalo. Je crois que si le président ghanéen a fait cette déclaration en marge de ce sommet, je pense qu'il a de sérieuses inquiétudes par rapport à la présence de ces mercenaires-là, de ces mercenaires russes au Burkina Faso. D'abord, revenons au lendemain du coup d'État porté par Traoré. Et lorsque nous avons vu les manifestants, les Burkinabés, dans les rues, mais ils sont sortis avec des drapeaux russes, clamant d'abord une coopération avec la Russie et un départ des Français. Je pense que c'est un signe que tôt ou tard, le Burkina allait se pencher vers la Russie, vers le groupe Wagner. Et aujourd'hui, si Nana Akufo-Addo est appelé à faire cette déclaration, je pense que le cas de la Libye fait leçon. Lorsque ces groupes de mercenaires ont été utilisés, comme Eric l'a décrit tout à l'heure, c'est des groupes qui font des exactions, qui utilisent des méthodes fortes, peu conventionnelles, ce qui fait que lorsque les rebelles et les djihadistes sont traqués, mais ils replient vers des zones qui ne sont pas encore contrôlées par ces groupes rebelles. Aujourd'hui, la crainte de Nana, c'est que la présence de Wagner au Burkina, maintenant, ne fasse descendre
les djihadistes vers le Ghana, vers le nord du Ghana, le nord du Togo et du Bénin. Et nous avons été, le Togo a été victime plusieurs fois des attaques un peu vers le nord. Je pense que c'est dans cette dynamique que le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a été amené à faire cette déclaration, peut-être souhaitant que le Burkina puisse utiliser d'autres méthodes. C'est vrai que le partenariat avec la France, avec la présence de la force Barkhane, tout ceci, ça n'a pas eu de résultats probants comme ça dans le Sahel. Il est vrai que le Burkina est un État indépendant, il a le droit de diversifier ses partenaires, mais avec des groupes comme ça qui utilisent des méthodes peu conventionnelles, je pense qu'on doit faire beaucoup attention. Et surtout, de quelle manière ces groupes-là sont rémunérés, de comment est signé ce contrat-là qui cède cette mine d'or à ce groupe. Oui, parce qu'il dit, il a dit que je crois qu'une mine dans le sud du Burkina leur a été attribuée. Officiellement, on n'a pas vu un groupe du nom de Wagner apposer sa signature sur un document d'attribution d'une mine. Alors, comment le président peut se permettre de telles déclarations? Je pense que même officiellement au Mali, le Mali n'a pas reconnu, je crois qu'officiellement, la présence de ce groupe-là dans son pays. Mais aujourd'hui, le Burkina... Le contrat dont il parle, est-ce qu'un État va dire « j'ai fait un contrat avec un groupe qui s'appelle Wagner en leur donnant une mine ». Tout le monde sait que c'est quasiment impossible. C'est impossible. Mais le président l'affirme, il dit « je crois qu'une mine leur a été donnée ». Nana Akufo-Addo, c'est une autorité, une haute autorité d'un pays. Je pense que s'il a fait cette déclaration, je pense qu'il en a eu vent de quelque chose. C'est pourquoi il a affirmé. Et je pense que si c'est vrai que le Burkina a signé un tel contrat avec un groupe pour l'exploitation de cette mine-là, et en contrepartie, assurer la sécurité du pays, je pense que c'est une erreur très grave. C'est brader les ressources du pays contre un groupe dont on ne sait pas si peut-être demain, ce groupe-là va réussir à rétablir la sécurité dans ce pays. Le Mali ne s'est pas encore sorti jusqu'à présent, malgré la présence de Wagner. Oui, je pense que généralement, les termes de contrat entre le groupe Wagner et nos pays ne sont jamais dévoilés. Par contre, lorsqu'il y a un accord militaire entre nos pays et d'autres États, vous avez vu ce qui s'est passé au Niger. Le Parlement nigérien a demandé que désormais, tout contrat qui sera signé avec un pays avec lequel le Niger est en coopération doit être minutieusement étudié et même au Parlement pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. Par contre, ici, vous avez vu que jusqu'aujourd'hui, le Mali n'a jamais reconnu la présence du groupe Wagner et sur son territoire, tout simplement parce que tout le monde reconnaît que ce groupe-là n'utilise pas les méthodes conventionnelles pour affronter les groupes djihadistes. Alors, on parle des actions méthodes conventionnelles. De quoi parle-t-on? Parce que moi, je regarde une armée conventionnelle comme la France qui était déployée au Mali, qui a massacré des gens dans un mariage, qui ne l'a jamais reconnu. C'est quoi la méthode conventionnelle dont on parle là? Oui, qui ne l'a jamais reconnue, tout simplement parce que c'est pas une bonne méthode, c'est pas la méthode conventionnelle. Parce que la méthode conventionnelle voudrait de tout le temps être dans la violation des droits de l'homme, c'est ça? Oui, parce que le groupe Wagner, mais c'est des gens qui sont payés pour faire la guerre. Et donc, ils ne regardent que tout ce qui est en face de l'armée qui l'a appelé. Et donc, ce groupe-là agit de façon un peu désordonnée, disons-le. Donc, que ce soit les pauvres citoyens maliens, les pauvres citoyens centrafricains, le groupe Wagner fait des exactions. Et c'est ça qui est toujours relevé. Quand tu parlais de la France avec sa mission qui a fait des exactions, ça peut arriver. Mais ici, avec le groupe Wagner, c'est leur méthode. C'est leur méthode de travail, c'est-à-dire que une guerre de la terre brûlée où on ne doit plus voir quoi que ce soit en face d'eux. Et donc,
tout ce qu'ils voient, c'est une menace et donc il faut anéantir toutes ces forces-là. Même si les populations se regroupent, se réunissent, alors là, pour le groupe Wagner, ce sont des ennemis qu'il faut abattre. C'est de ça il s'agit. C'est ce que les gens sont en train de condamner. Nana Akufo-Addo, moi, je dis, dans le fond, je ne peux pas me prononcer parce qu'il n'y a aucune preuve qui a été dévoilée par Nana Akufo-Addo pour faire sa déclaration. Oui. C'est une déclaration. Sur la forme, nous pouvons nous prononcer et dire que si c'en est ainsi, véritablement, l'État burkinabé aujourd'hui, excusez-moi de parler des putschistes, mais c'est la réalité puisqu'ils ont fait un coup d'État pour arriver au pouvoir. Alors, ces putschistes-là se disent qu'ils ont une obligation de résultat. Et le résultat, c'est de faire reculer les djihadistes sur le territoire. Mais quand les djihadistes vont quitter le Burkina Faso, ils iront où? Ils vont se replier où? Et aujourd'hui, Nana Akufo-Addo dit clairement qu'ils sont au nord du Ghana. Et le nord du Ghana, c'est le nord du Togo, c'est le nord du Bénin. Et donc, ces groupes djihadistes peuvent se répandre très rapidement sur nos territoires. Et c'est ça qu'il faut déjà commencer par dénoncer. Et si réellement on a remis une mine d'or à exploiter par ce groupe-là, ça veut dire que ce groupe-là utilise une méthode qui est de s'accaparer des richesses de ce pays parce que l'État burkinabé, je l'avais dit tantôt, nos pays sont en difficulté financièrement et ne peuvent pas payer ces groupes-là parce que c'est des groupes qui coûtent très cher. Et donc, on va les payer de quelle manière? C'est pour ça que les gens sont en train de camoufler la présence du groupe Wagner sur le territoire. Alors, parlons donc justement de cette affaire de mine, parce que le président ghanéen, lui, le dit clairement, je crois qu'une mine dans le sud du Burkina leur a été attribuée. En conférence de presse, quand il faisait le point de la conférence de presse du 8 décembre dernier, le ministre burkinabé de la transition, le ministre de la communication a dit que le gouvernement du Burkina a accordé un permis d'exploitation d'or à la société russe Nordgold. Il a bien donné le nom de la société. Je ne vois pas de Wagner qui s'y affiche. Et d'ailleurs, l'article porte le signe, le Burkina Faso octroie un permis d'exploitation d'or à la Russie. Comment le président ghanéen peut-il affirmer que c'est à Wagner qu'on l'a donné? Bon, ça, je ne peux pas expliquer cela parce que... en fait, dans le fond, c'est ce qui choque les gens. Le fait qu'un président ghanéen, Aïtou Goguenard, devant aux États-Unis, dit « mon voisin emploie telle personne », comme s'il a la preuve, sans laisser à ceux-là de révéler les choses dans le fond. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Nana Akufo-Addo est un président d'une grande nation, le Ghana, et en tant que tel, il a des informations. Je pense que s'il a eu à faire de telles déclarations, il doit avoir des informations très sérieuses à son niveau. À lui maintenant d'expliquer comment est-ce qu'il a eu ces informations et d'apporter aussi les preuves que le contrat de l'exploitation de la mine d'or au sud du Burkina a été confié à un groupe qui appartient au groupe Wagner. Maintenant, en ce qui concerne le contrat dont il est question, je pense que c'est une société russe, ça c'est clair. Vous avez vu, entre-temps, le déplacement du capitaine Traoré auprès de son voisin malien. Et quelques jours après, son ministre des Affaires étrangères se déplace, malgré qu'il avait une réunion. Il a écouté la réunion, il a laissé ça au président, au capitaine, il est parti en Russie. Mais c'est après cela que déjà des informations sortent que le groupe Wagner serait présent déjà au Burkina Faso. Mais est-ce que ces informations, pour les dirigeants africains, est-ce qu'aujourd'hui aller en Russie pose un problème à certaines personnes? Je crois On oublie que depuis les indépendences, la Russie a été un partenaire très proche des pays qui luttaient. C'est ce que je ne comprends pas. C'est ce que je ne comprends pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'armée française avait, moi j'appelle ça bavure, avait commis des bavures au Mali. C'est vrai que on peut critiquer la méthode de Wagner, mais le résultat sur le terrain, est-ce que le résultat quand même y est? C'est ce qu'il faut voir. Et je pense que le Burkina est un État indépendant et il a le droit de diversifier ses partenaires, de collaborer avec qui il veut
pour la question de sécurité avec son pays. Je pense que le Burkina n'a pas décidé aujourd'hui, bon, je ne l'affirme pas parce que je n'ai pas les preuves. Si c'est vrai que le groupe Wagner est présent, je pense que le Burkina a pris ses responsabilités. Nous avons vu ce que le groupe Barkhane et la force Barkhane a fait comme mission au Mali. Oui. Quel est le résultat aujourd'hui? Le Mali a été obligé de faire appel au groupe Wagner pour assurer sa sécurité. Aujourd'hui, le Burkina traverse une crise sécuritaire grave. En plus de cette crise sécuritaire, il y a aussi une crise économique. Donc, le pays est tellement immense que les frontières sont poreuses. La force, l'armée burkinabé n'a pas la capacité d'assurer la sécurité à toutes ses frontières. Il faut un partenariat. Alors, le partenariat avec d'autres puissances n'a pas donné quelque chose. Alors, il faut aller regarder ailleurs. Je pense qu'on ne peut pas critiquer aujourd'hui, bien empêcher le Burkina aujourd'hui, si c'est vrai, d'aller chercher les forces Wagner. Alors, il y a, je pense que Abel le disait tout à l'heure, que si le président fait ces affirmations, c'est que certainement son service de renseignement lui a donné des informations. Il dit que le Ghana est une grande nation, mais le Ghana est une nation aussi en difficulté économique. Est-ce qu'il ne faut pas aussi aller voir dans les propos qu'il tient là, au sommet des Nations Unies, quelqu'un qui essaye de faire bonne figure pour attirer les faveurs sur lui? Parce que tout le monde sait ce que tenir ce genre de propos aujourd'hui, on montre que vous êtes du côté de qui, on sait aussi. Oui, ce n'est pas forcément ça. Mon avis, c'est par exemple que le Burkina, en signant un accord avec le groupe Nordgold pour l'exploitation de mines d'or et tout ça, c'est ce que tout État peut faire lorsqu'il veut engranger des ressources financières pour pouvoir arriver à gérer quand même le pays. Mais les actions qu'il y a eu avant cette déclaration de Nana Akufo-Addo corroborent de ce qu'il y a quelque chose qui se trame au Burkina Faso. Je disais tantôt que ces groupes de mercenaires coûtent excessivement cher pour nos États. Plus que ne le coûtaient les armées qu'on déployait. Oui, parce que là, Parce que là, on ne révélait rien de comment ces armées étaient Oui, justement. Quand la France peut déployer 2 millions d'euros chaque jour dans le Sahel, ce n'est pas pour les beaux yeux des Africains, parce que ça aussi, il faut on l'a toujours dénoncé, et on s'est toujours dit, en retour, qu'est-ce que la France gagne en investissant autant dans la sécurité de ces pays-là? Et au fur et à mesure, on se rend compte que, évidemment, il y a des accords secrets qui se signent. C'est-à-dire que, vous savez, la méthode utilisée par les Occidentaux, elle est toujours la même. Hein. C'est-à-dire que nous venons vous dire que nous vous aidons à cause de la coopération, à cause des relations bilatérales qui existent entre notre pays et vous. Toutefois, il y a des contrats d'exploitation de mines, des contrats de recherche, des contrats. Il faut voir comment le groupe Total arrive à avoir des contrats d'exploitation pétrolière dans nos pays. Tout ça, c'est parce que derrière, il y a quelque chose qui se déploie. Mais quand vous prenez le groupe Wagner, de quelle manière ce groupe-là va être payé? Est-ce que ce groupe-là va arriver dire que, bon, voilà, l'État burkinabé n'a jamais signé de contrat, n'a jamais de coopération avec ce groupe-là, pour que ce groupe-là se déploie au Burkina en disant qu'il veut assurer la sécurité du Burkina Faso. Donc, qu'il se soit déployé. Voilà. C'est ça aussi. Oui, justement. On est certainement, dans les jours à venir, les autorités burkinabées vont clarifier ce point-là. Oui, mais si ce groupe-là est déployé au Burkina Faso, de quelle manière va-t-il être
Alors, rémunérés. est-ce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, ces propos ont provoqué une brouille diplomatique, un début de brouille diplomatique entre les deux États, rappel d'ambassadeurs pour consultation. Est-ce qu'on a besoin d'une crise diplomatique dans la CEDEAO aujourd'hui? Est-ce que ce sujet, Nana Akufo-Addo n'aurait pas mieux fait de le poser au sein de la CEDEAO? Je crois que la CEDEAO était le lieu le plus indiqué pour que le président Nana Akufo-Addo expose ce qu'il a exposé aux États-Unis. Mais je crois que, vous voyez, au dernier sommet de la CEDEAO a parlé de la création d'une force de lutte contre le terrorisme. Il faut voir les gens aussi l'imaginent déjà morné oui, parce qu'on a vu ce que le G5 Sahel est devenu aussi. Il faut voir que si cette force devenait effective aujourd'hui, quel serait alors l'impact de cette force-là si réellement nous avons le groupe Wagner qui travaille au Burkina? Quelle sera la relation si cette force de la CEDEAO était appelée à intervenir au Burkina? Alors, contre qui? Contre le groupe Wagner ou contre les djihadistes? Bon, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau du président ghanéen, je crois que la décision de la CEDEAO également l'a motivé à dénoncer peut-être cette supposée présence du groupe Wagner au niveau du Burkina Faso. Mais je crois que ce n'était pas le lieu aussi indiqué de le faire parce que le président Akufo-Addo ne représentait aucune institution régionale en Afrique. Du moins, à la date où il faisait la déclaration. C'était peut-être à Ambalo ou à Cissé, Macky Sall plutôt, de pouvoir faire cette déclaration. Bon, je crois que jusqu'à présent, je n'ai pas compris pourquoi, quelles sont les motivations du président ghanéen à faire cette déclaration aux États-Unis. Vous voyez comment se résoudre la tension diplomatique qui est naissante? Je crois qu'on est parti pour quand même avoir une véritable tension diplomatique entre le Burkina et le Ghana. Ça va durer dans le temps, mais toujours est-il que Nana Akufo-Addo doit forcément montrer des preuves de la présence du groupe Wagner au Burkina Faso. S'il arrivait à le faire en ce moment, chacun avisera. Maintenant, si le Burkina n'a pas eu ce déploiement de la force Wagner dans le pays, le Burkina aussi aura à présenter ses preuves. Et je crois que ce qui se passe là aujourd'hui, tout récemment, vous savez que le Togo et le Burkina ont signé un accord qui permettait au Togo de pouvoir intervenir sur le sol burkinabé lorsque le pays est attaqué par les groupes djihadistes. Parce que lorsqu'ils viennent poser des actes au Togo, ils se replient directement au Burkina Faso. Alors, pour les chasser, le Togo doit avoir l'accord du Burkina Faso. Ça a été fait. Et aujourd'hui, vous imaginez le groupe Wagner qui intervient dans le même périmètre. Qu'est-ce qui va se passer? Les djihadistes vont se replier sur le Togo va les chasser jusqu'au Burkina, et si le Burkina n'accepte pas qu'il y a la présence de ce groupe-là sur son sol, donc le Togo va penser que ce sont également des ennemis qu'il faut abattre. Et là, vous imaginez tout ce que ça peut créer. Et donc, à partir de ce moment, le Burkina doit clairement dire à ses pays voisins et montrer que le groupe Wagner ne se trouve pas sur son sol. Sur le sol. Alors justement, on le disait, le président Nana Akufo-Addo faisait cette déclaration en marge du sommet États-Unis-Afrique. C'est donc le deuxième sujet. On va parler de ce sommet États-Unis-Afrique parce que les États-Unis cherchent justement à opérer un retour diplomatique sur le continent. Après plusieurs années d'isolement, on a vu que les relations entre les États-Unis et l'Afrique ont été on ne peut plus tendues du temps de la présidence de Donald Trump. Alors le président Joe Biden essaye de rectifier le tir. Les intentions des États-Unis sont aujourd'hui clairement affichées, ne plus laisser sur le continent de la place, en tout cas à la Russie, à la Chine, à la Turquie qui gagnent du terrain
On va écouter ces propos d'un diplomate des États-Unis avant de continuer le débat. Le sommet, pour prendre un peu de recul, est ancré dans la reconnaissance que l'Afrique est un acteur clé de la géopolitique. Le continent déterminera l'avenir non seulement du peuple africain, mais aussi du monde. Le président Biden estime que la collaboration des États-Unis avec les dirigeants africains, ainsi qu'avec la société civile, les chefs d'entreprise, la diaspora, les femmes et les jeunes, est essentielle pour libérer le potentiel de cette décennie décisive. Clairement affiché donc les intentions des États-Unis de reprendre de l'ascendance diplomatique sur le continent. Mais Abel Badassé, il y a, avant d'aller peut-être dans le fond des choses qui ont été dites là-bas, quelque chose qui continue aujourd'hui par choquer les Africains. 49 gouvernants vont aller faire allégeance à un monsieur parce qu'il serait d'une grande puissance. Il promet beaucoup d'argent. Aujourd'hui, où la jeunesse est éveillée, où la jeunesse aspire à une véritable indépendance, est-ce que ce genre de spectacle est encore opportun? Pour moi, non. Parce que lorsque vous voyez ce genre de sommet, Amérique-Afrique, Japon-Afrique, Chine-Afrique, bon, je ne sais pas comment est-ce que dans un monde qui est aujourd'hui en évolution, tout un continent peut aller faire allégeance à un chef d'État d'un pays. Alors que nous sommes 49 États. Nous avons les potentialités, nous avons les ressources. On pouvait quand même, avec notre Union africaine, mais appeler les plus grandes puissances à venir aussi en Afrique, à partager les expériences avec ces grandes puissances. Aujourd'hui, c'est devenu la mode. Toutes les puissances veulent se jeter sur l'Afrique parce que l'Afrique, bien sûr, regorge d'immenses richesses qui sont inexploitées ou peut-être mal exploitées. La mauvaise gouvernance règne dans tous les États. Et c'est ça qui fait que les puissances occidentales également profitent aujourd'hui pour s'accaparer du continent, se partager le continent africain. Aujourd'hui, si les Américains veulent se jeter sur le continent africain, ils savent que la Russie est en train de prendre du terrain. La Chine, économiquement, est en train d'engouffrer l'Afrique. Bientôt, si les États-Unis se mettent en marche de ce mouvement, ce serait fini pour eux. Donc, les États africains doivent se réveiller. Je pense que ce ne sont pas ces sommets-là qui vont faire véritablement le développement de l'Afrique. Je crois que l'Afrique doit se réveiller, la jeunesse africaine doit se réveiller, et que ces sommets entre les puissances africaines et les puissances européennes, et les puissances occidentales et l'Afrique, ces sommets-là puissent s'arrêter et penser réellement comment est-ce que l'Afrique peut amorcer son développement interne en mettant en place une synergie d'action de tous ces 49 pays-là. Je pense qu'on peut y arriver. Vous comprenez, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se fait l'écho d'un réveil de la jeunesse africaine, d'une véritable aspiration à l'indépendance, ça je l'ai déjà dit, mais les Occidentaux aussi ont compris que la faiblesse de l'Afrique, c'est son économie, donc à coup de promesses, 55 milliards de dollars de coopération sur 3 ans, 15 milliards d'accords privés ont été signés, on promet une place à l'Afrique au sein du G20, on promet une place à l'Afrique dans le Conseil de sécurité. On vient d'acheter l'Afrique? Non. Alors, je vais peut-être être un peu, je ne sais pas, la manière dont les gens vont comprendre mon développement par rapport à cette situation. Vous savez, prenez l'Union africaine. Qu'est-ce qui se passe? L'Union africaine est financée à plus de 75% par l'Union européenne. Par l'Union européenne, la Chine et les autres puissances économiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que nous avons besoin de ces puissances économiques-là pour pouvoir amorcer quelque chose. Je prends les pays
d'Asie qu'on appelle les pays émergents. Comment ces pays-là sont-ils devenus émergents? À chaque fois, je dis ici qu'au lieu de parler des pays en développement, pour ce qui concerne l'Afrique, parlons plutôt de pays en voie de sous-développement d'abord. Parce qu'il faut amorcer le développement à un certain niveau. D'abord, pour le simple fait que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à financer nos organisations régionales, sous-régionales et continentales, pensez-vous que nous amorçons un développement? Je crois que non. Maintenant, qu'est-ce que nous avons besoin de faire à ces genres de conférences ou de comment vous l'appelez, de sommets, etc. Nous avons plutôt besoin d'y aller pour dire clairement ce de quoi nous avons besoin, de la manière dont nous voulons que la coopération entre nos États et ces pays occidentaux-là se fasse désormais. Nous ne pouvons pas rester chez nous si nous ne parlons pas d'une même voix pour pouvoir réclamer des choses. Parce que ce sommet a été très court, à mon avis, 2 jours. Ouais. Alors, est-ce que les gens s'étaient véritablement préparés en amont avant d'arriver à ce sommet? Parce qu'il faudrait dire aux États-Unis, oui, pendant longtemps, vous étiez un peu écartés du continent. Des gens sont avec nous. Aujourd'hui que vous revenez, dites-nous clairement ce que vous mettez dans la cagnotte pour que nous puissions véritablement être en coopération avec vous. Je pense que le président sénégalais, il a accordé une interview dans laquelle il a dit que pour lui, la réussite de ce sommet va se mesurer au fait de voir est-ce que les États-Unis sont prêts à travailler avec l'Afrique. Biden lui a répondu oui, nous sommes prêts à aller au-delà de ça. Mais est-ce que c'est ça qui compte aujourd'hui? Ça compte. Ça compte. Je ne veux pas vous citer le nombre de sommets États-Unis-Afrique qu'on a déjà eu. Qu'est-ce qui change dans le continent? Oui, justement. Sommet Chine-Afrique, sommet France-Afrique, oui. Sommet je ne sais plus quoi Afrique. Oui. La pauvreté devient plutôt grandissante. On n'a rien. Je ne sais pas combien de milliards ces déplacements ont coûté à l'Afrique, parce que ça aussi c'est un autre aspect qu'il faut dire. Quand un président se déplace, c'est plusieurs dizaines de millions que ça coûte à son pays. Oui. Alors quand il va... Qu'est-ce qu'il ramène de concret? C'est aussi une question. Le Togo a ramené le Millennium Challenge. On aurait dû le faire sans aller aux États-Unis. On va en parler tout à l'heure. Non. Très sincèrement, je pense que ces sommets-là sont importants, à mon avis. Parce que c'est le lieu de pouvoir se dire certaines vérités en face. Vous ne pouvez pas le faire en vase clos. Quand vous voyez les ambassadeurs des États-Unis au Togo, ils rencontrent parfois le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président de la République. C'est pour parler de quoi? De la coopération bilatérale entre les États-Unis et le Togo. C'est en cela qu'il faut me poser la question, qu'est-ce que ça rapporte? Maintenant, lorsque nous y allons, en groupe, et qu'on dit nous allons débourser 53 milliards sur 3 ans. 55 milliards sur 3 ans. Et après, on dit on va aller au-delà. Mais il revient maintenant à nos États de travailler sur ce que ça va rapporter là. Parce que on a fait des annonces. Maintenant, dans le concret, comment on peut récupérer cela? Parce que ce qui se passe, c'est que ces pays-là viennent chez nous, justement, pour nous exploiter encore. Mais si vous ne mettez pas des garde-fous, c'est ensemble, vous nous avez dit ceci. Mais si vous venez encore pour nous piller, mais attention, il faut qu'il y ait un retour de tout ce que vous venez faire chez nous. Parce que, n'oubliez pas, avec tous les problèmes que nous avons dans le monde aujourd'hui, surtout avec le climat qui est en train de se détériorer
partout, les Européens, les Occidentaux sont en train de chercher des débouchés pour leur industrie. Justement, vous posez bien un débat. Est-ce que nos dirigeants qui sont allés à ce sommet-là comprennent les enjeux aujourd'hui, les enjeux géopolitiques de positionnement des États-Unis par rapport aux autres? Les autres aussi cherchent à se positionner. Est-ce qu'ils comprennent ces enjeux aujourd'hui ou bien ils sont juste en quête de financement? Je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'État africains qui comprennent maintenant l'enjeu, cet enjeu. L'Afrique est devenue un enjeu géopolitique pour les autres continents. J'ai parlé tout à l'heure de l'influence économique chinoise sur le continent africain et puis la Russie qui est en train de prendre du terrain maintenant. Aux grandes dames de l'Union européenne, du continent européen, je crois que les États-Unis, voyant déjà cette influence russe et chinoise sur le continent, se disent s'ils restent à côté, je pense qu'ils seront les grands perdants. C'est pourquoi aujourd'hui, les États-Unis, moi je pense que c'est en 2014, c'était Obama qui avait organisé cette conférence, Trump ne l'a pas fait. Aujourd'hui, Biden a décidé d'organiser cela, peut-être pour corriger les erreurs de Trump, parce que après ces propos calamiteux tenus sur le continent africain, il fallait d'abord corriger cela et séduire un peu le continent africain. Quand je vois les mesures prises par les États-Unis vis-à-vis de l'Afrique aujourd'hui, je pense que les responsables, bien les chefs d'État africains doivent comprendre que nous n'avons pas besoin à chaque fois d'attendre de l'aide de la part des autres pays d'abord avant de nous développer. Moi, je dis que l'Afrique a les capacités. Nous avons les capacités, nous avons les moyens de nous développer. Il faudrait mettre en place des politiques de bonne gouvernance dans chaque État, au niveau régional et au niveau aussi sous-régional. Si cela est mis en place comme ça, je pense que nous n'aurons pas besoin de l'aide. Même si nous avons besoin de l'aide, cette aide-là ne serait pas conditionnée. Peut-être comme les aides qui viennent le plus souvent des Occidentaux. Je pense que Biden, en annonçant les 55 milliards de dollars et puis les 15 milliards, a dit que l'engagement américain n'est pas conditionné par l'attitude des pays africains, surtout dans la guerre russo-ukrainienne. L'aide qu'on vous apporte ne dépend pas de votre soutien ou non à la Russie ou à l'Ukraine. Je pense que si cette aide est désintéressée, je pense que c'est de ça que les Africains ont besoin, et non des aides avec des injonctions, peut-être avec des programmes qui ne cadrent pas avec la réalité sur le social dans nos pays. Monsieur Badassi, est-ce que vous êtes en train de dire que l'Afrique continue toujours de dépendre de l'aide, le continent le plus riche, mais c'est ça, avec une jeunesse pleine potentiel? Est-ce qu'on va rester... Nous allons venir tout à l'heure pour le cas du Togo avec le programme MCC. Oui, qu'est-ce que le Togo cherche en cours en cherchant à valider les indicateurs? Mais nous cherchons quoi? C'est cette aide. Oui, est-ce que ce n'est pas de tout ça que la jeunesse a envie qu'on sorte, justement? C'est de ça qu'il s'agit. Cette rhétorique d'aide, l'Afrique doit être aidée. On a fini par faire croire à l'Africain qu'il est pauvre et il vit comme ça. Et c'est pour ça que moi je me demandais, est-ce que nos dirigeants comprennent aujourd'hui? J'ai dit qu'il y a la plupart des dirigeants africains qui comprennent aujourd'hui. J'ai visionné une vidéo de Ouattara sur une chaîne, je crois, africaine, mais il m'a surpris parce que Ouattara, d'un jour à l'autre, il est devenu panafricaniste. Il a tenu des propos qui m'ont vraiment impressionné. Mais par rapport au cacao ivoirien, il y avait une enquête de l'Union européenne qui disait que la déforestation a pris de l'ampleur. C'est une vieille vidéo, je ne sais pas pourquoi elle est revenue aujourd'hui. C'était une vieille interview qu'il avait accordée à France 24, qui est revenue. Et d'ailleurs, la télé avait coupé cette partie dans l'interview. Mais elle est sortie. Moi, je dis que déjà ces propos, c'est encourageant. Et lorsque vous voyez la plupart des chefs d'État africains par rapport à leur prise de position, j'ai vu Ambalo face à Macron, mais il était détendu. Mais on se parle aujourd'hui face à face, d'égal à égal. C'est tout ce qu'on gagne, c'est ça? Non, c'est le début, c'est le déclic. Je pense que c'est le début. Si on ne peut pas être en mesure de se parler en dirigeant d'égal à égal, je pense qu'il y a problème. Nous allons toujours être des sous-préfets. Eric Johnson, regardez, 55 milliards de dollars sur 3 ans. L'Afrique a 54 pays.
Ça fait... Vous voyez ce que je veux dire. Vous répondrez à cette question tout à l'heure. Moins d'un milliard. Le temps pour moi d'annoncer juste la pause. On va suivre le journal 10 minutes et on revient pour le débat.